Bonjour à tous, nous sommes samedi 25 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Miranda, est présent parmi nous. Bienvenue à nouveau. Merci Nima. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un immense plaisir. Permettez-moi de commencer par les événements d'hier. Nous avons appris par le ministère iranien des Affaires étrangères qu'il va effectuer une tournée à Islamabad, puis à Moscou et ensuite à Moscou. Ensuite, une information a été relayée dans les médias traditionnels. Caroline Levitt, la porte-parole du White House, a déclaré que ils vont envoyer Steve Witkoff avec Jared Kushner pour discuter avec des Iraniens à Islamabad. Qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il eu une quelconque communication entre les Iraniens et les Américains? Et que se passe-t-il à Islamabad? Non, il n'y a aucune communication directe. Il n'y a pas de négociation directe ni de négociation indirecte. Désolé, mais tout persiste. Cela fait des mois que ça dure, ou du moins plusieurs semaines. Pourquoi agissent-ils ainsi? C'est difficile à dire. Vous savez comment Trump fonctionne et comment la White House fonctionne aussi. Il est impossible de comprendre ce qui se passe réellement. Mais il se peut qu'ils essaient, ils cherchent clairement à montrer au peuple américain que les Iraniens sont faibles, qu'ils veulent dialoguer avec nous et qu'ils souhaitent céder. Et cela pour l'une de deux raisons. Soit pour gagner du temps, soit aussi pour préparer le terrain à une éventuelle attaque. Parce que lorsqu'il affirme que les Iraniens veulent discuter, qu'ils souhaitent nous rencontrer, qu'ils sont prêts à tout abandonner, il donne cette impression. Et puis, si cela n'a pas lieu, il peut ensuite déclarer, comme il l'a déjà fait auparavant, qu'ils avaient promis certaines choses, mais qu'ils ne les ont pas tenues. Donc, vous savez, nous devons les attaquer. Nous devons recourir à la force contre eux. Ainsi, le manque d'honnêteté du Trump White House me semble évident pour tout le monde. Mais la délégation iranienne se rend au Pakistan. Cela répond à la visite de la délégation pakistanaise en Iran pour des efforts de médiation. Et d'après ce que je comprends, le docteur Balibov a envoyé un message écrit aux Pakistanais et il est probable, je pense, que les Pakistanais transmettront ce message aux Américains. Et c'est ainsi que cela c'est toujours. Comme cela a été précisé, à l'exception du jour où nous étions à Islamabad et où le docteur Kadybov, avec le docteur Kagheri et le docteur Arafchi, ont négocié avec Vance Witkoff et Kushner. En dehors de ce jour-là, nous n'avons eu aucune négociation directe où. Nous avons seulement échangé des messages et cela dure depuis de nombreuses années. Cela n'a rien de nouveau. Ainsi, le message écrit du docteur Kalibov, j'en suis convaincu, aura une grande influence sur la situation actuelle entre Iran et les... Bien entendu, les Iraniens se préparent à la guerre. Cela peut survenir à tout moment. Certains pensent que c'est imminent, d'autres. Autrement dit, ils ne pensent pas que ce soit le. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont déployé de nombreux moyens dans la région, mais les Iraniens se sont également préparés au cours des dernières semaines. Et chaque jour qui passe, la crise économique mondiale devient plus explosive car le détroit d'Ormuz est fermé grâce à la politique de Trump, à la guerre et à Netanyahou. Car, comme nous nous en souvenons tous, avant la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert à tous. Et lorsque la guerre a éclaté, bien sûr, Iran n'a pas autorisé les navires. 5 pays qui aidaient les Américains à mener la guerre contre Iran, soutenant les Américains et les Israéliens. Mais d'autres navires, comme ceux d'Iran, d'Irak, de Russie ou de Chine, pouvaient passer par le... Et puis, après le cessez-le-feu, l'un des points importants, et je m'excuse de le répéter, vous le savez, et la plupart de vos auditeurs aussi, mais il est utile de rappeler pourquoi
nous en sommes là. Ainsi, selon le cessez-le-feu, le régime israélien était censé respecter cette trêve. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont déjà tué au moins 4 personnes au Liban. Ils tuent aussi de nombreux Palestiniens, y compris des enfants. Mais quoi qu'il en soit, ils devaient respecter le cessez-le-feu. Et ils ne l'ont pas. Et Netanyahou a lancé des bombardements massifs. Alors l'Iran a déclaré qu'il n'autoriserait pas ces navires. Les navires supplémentaires désignent ceux liés à des pays hostiles comme les Émirats, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et l'Arabie saoudite, qui ont participé à la guerre contre nous. Ainsi, l'Iran a refusé de laisser passer les navires. Finalement, après une dizaine de jours, Netanyahou a été contraint d'accepter le cessez-le-feu. L'Iran a accepté de laisser passer ces navires supplémentaires, comme nous l'avons vu dans. Mais ensuite, Trump a déclaré qu'il continuerait à appliquer un embargo sur les ports iraniens, ce qu'il avait déjà fait quelques jours. Autrement dit, après que le régime israélien a violé le cessez-le-feu et qu'Iran a refusé d'envoyer ou de laisser passer les navires, les Américains ont imposé un embargo. Et comme les Américains ont annoncé maintenir cet embargo ou ce blocus, les Iraniens ont répondu qu'ils n'autoriseraient donc pas ces navires à partir. Ainsi, au cours des 16 ou 17 derniers jours, de nombreux navires auraient pu quitter le détroit d'Ormuz pour atténuer la crise économique. Mais ce que Netanyahou et Trump ont fait à travers l'heure a été d'aggraver la crise économique mondiale. Chaque jour qui passe, la situation empire pour l'ensemble de la planète. Et même s'il n'y a pas de combat au sol, pas d'explosion ni de frappe aérienne ou de missiles, cette crise va ronger l'économie mondiale. Nous avons appris hier que des navires de l'IRGC iranien ont escorté l'Indé. Depuis le golfe d'Oman, de la mer d'Oman jusqu'au golfe Persique, en évitant les forces américaines. La Navy voulait saisir ce pétrolier, mais elle n'a pas pu le faire à cause de l'intervention de l'IRGC qui l'a protégé et escorté. Va-t-on assister à davantage de ce type d'opération de la part de l'IRGC, voire à une confrontation? Ce n'est pas une guerre, mais c'est bien une confrontation entre l'IRGC et la Navy américaine. Je le pense, oui. Je veux dire, en tant que responsable, je ne peux pas vraiment. Je ne connais pas les détails concernant les... Ainsi, le risque d'une confrontation, de quelque nature que ce soit, augmente. Mais quoi qu'il en soit, si les États-Unis lancent une nouvelle offensive contre l'Iran, je pense qu'il est probable que nous assistions à de nombreux tirs de missiles, de drones et à des frappes aériennes. Cependant, pour l'instant, tant que le cessez-le-feu est maintenu, je pense que les Iraniens vont continuer à chercher à protéger leurs navires. Cela pourrait entraîner une sorte d'impasse militaire ou un affrontement qui risquerait ensuite de dégénérer en un conflit bien plus vaste. La situation est extrêmement tendue. La direction en Iran est-elle divisée, comme Trump tente de le présenter en Occident, en suggérant une fracture du pouvoir? En citant ou partageant un article qui dit « Attaquons ceux qui refusent de négocier avec nous et gardons ceux qui acceptent le dialogue ». Que signifie cela? Eh bien, il s'agit du langage des empires et de l'impérialisme, du colonialisme des 18e, 19e et début du 20e siècle. Le langage politiquement correct est celui du droit international. Tout cela a été jeté à la poubelle. Aujourd'hui, les Américains agissent simplement comme des voyous. Ils se comportent comme des voyous. Ils parlent comme des mafieux. C'est comme la mafia. Trump est un parrain et les autres sont ses lieutenants dans les médias. Quand nous étions à Islamabad, le Washington Post a appelé à l'assassinat du président iranien, les négociateurs. Et lors de notre retour, nous attendions presque qu'un missile
frappe l'avion. Voilà, ces médias, ces experts de think tank, ces politiciens, ils agissent tous comme des lieutenants au service d'un parrain. Mais non, il n'y a aucune division, vraiment. Désormais, tout le monde comprend comment fonctionne. Même les médias opposés à Trump, dès qu'il s'agit de l'Iran, du Hezbollah ou du régime israélien, ils reprennent la propagande et évoquent des divisions en Iran parce que ils peuvent se détester, mais ils restent unis lorsqu'il s'agit de défendre l'Empire et bien sûr face à la République islamique d'Iran et l'axe de la résistance. Et la position de l'Iran est claire. Comme avant la guerre, il y a un dirigeant et la Constitution précise son rôle et son statut. Il est bien connu des responsables politiques, mais il n'était pas une personnalité publique pour la plupart des. Les hauts responsables le connaissaient depuis des décennies, car il travaillait au sein du bureau d'eux. Après le martyre du docteur Larijani, le Conseil suprême de sécurité nationale a nommé un nouveau président. Le fonctionnement reste inchangé. Et le docteur Kalibov détient un mandat officiel au nom du Conseil suprême de sécurité. Ce conseil regroupe les 3 chefs des pouvoirs de l'État, le président qui préside le Conseil, le chef du pouvoir judiciaire et le président du Parlement. On y trouve aussi des responsables militaires, des membres du cabinet et 2 représentants du leader. Mais c'est le Conseil suprême de sécurité nationale, avec l'appui du leader, qui a chargé le docteur Galibov de mener les négociations avec les États-Unis. Il est donc clair qui prend les décisions, c'est le docteur Galibov. C'est lui qui négocie, bien sûr, dans le cadre fixé par le Conseil et le leader. Il n'y a donc aucune division, aucun groupe opposé. Ce n'est pas un pays fragmenté ou brisé, où des factions différentes contrôlent des territoires séparés ou quoi que ce soit de ce genre. Quand on sort dans la rue, tout fonctionne normalement, la police est présente. Les ordures sont ramassées chaque nuit. Rien n'a changé, tout ce. Ce type de propagande vise essentiellement à renforcer un certain récit. Et ce récit, c'est par exemple que Trump voudrait gagner du temps. Il affirme donc qu'il faut attendre de voir ce qui se passe en Iran avant de pouvoir prendre une décision. Mais il y a aussi un second objectif qui pourrait aller de pair avec cela, justifier une attaque contre l'Iran en affirmant qu'en définitive, ils sont incapables d'eux, car ils sont divisés, aucune personne n'empêche toute prise d'eux. Ainsi, on prétend qu'il faut recommencer à tuer des gens pour que les bonnes personnes puissent décider, ce qui est totalement absurde. Mais en réalité, cela servirait surtout à gagner du temps et pourrait aussi justifier, à terme, une guerre contre ce pays. Or, cela n'a aucun rapport avec la situation réelle en Iran. En fait, si l'on examinait les faits sur place, il serait plus facile d'affirmer que les États-Unis sont profondément divisés. On constate que des hauts responsables militaires ont été écartés, le plus récent étant le secrétaire de la Marine. On évoque même l'idée d'une sorte de guerre civile qui couvrait. De plus en plus de responsables politiques affirment que Trump n'est pas apte à gouverner ni à être. Si l'on se fie aux faits et aux informations venant des États-Unis, les divisions se trouvent à Washington, pas en Iran. Personne n'a été écarté du pouvoir. Aucun haut responsable militaire n'a été déplacé. Aucune personnalité politique n'a été déplacée. Le docteur Galibov reste responsable. Tout cela n'a absolument. Il y avait aussi d'autres informations affirmant que le docteur Galibov avait été écarté de son poste de principal négociateur en tant que chef de la délégation iranienne. J'ignore d'où cela provient, mais ce sujet a également été évoqué. Selon vous, quel est l'objectif principal derrière ce type de discours? Que cherchent-ils à obtenir? Parce que nous savons que le système iranien, eux, n'ont pas d'informations directes provenant d'Iran.
et ils essaient d'en fabriquer pour eux-mêmes, destinés à l'opinion occidentale. Quelle est votre analyse? Eh bien, je pense qu'il s'agit aussi en partie d'une guerre psychologique menée à l'intérieur d'Iran pour faire croire à la population que la situation est mauvaise. Car au final, ici, une large majorité estime qu'Iran a remporté la guerre. Et une grande majorité d'Iraniens pensent que le gouvernement ne devrait pas faire preuve de beaucoup de souplesse lors des négociations. Ainsi, actuellement, les Américains cherchent à obtenir des concessions à la table des négociations, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire sur le champ de... Une façon d'y parvenir serait donc de démoraliser les Iraniens, de les diviser, de leur faire craindre pour la stabilité dans leur propre. Or, cela n'a pas eu cet effet. Je pense que les Iraniens voient clair à travers tout. Ils vivent avec la propagande occidentale jour et nuit, chaque jour, et cela dure depuis des décennies. Je ne pense pas que cela ait un effet en Iran, mais je crois aussi que Trump s'adresse surtout à son propre électorat. Il est cessé car la guerre est impopulaire. D'un côté, ils cherchent peut-être à gagner du temps en disant qu'ils ne peuvent pas trancher. Il veut peut-être renforcer sa présence dans la région ou voir s'il peut trouver une issue pour sortir de... Mais s'il envisage une attaque, ce qui est tout à fait possible, il voudra convaincre ses partisans qu'il a tenté la paix, mais que l'autre camp est responsable. Incapable d'agir, car il y a des extrémistes, des modérés, et ils sont en conflit interne, ce genre de discours absurde. Je pense donc que cela concerne beaucoup sa propre base électorale aux États-Unis, mais aussi une tentative d'influencer la situation sur le terrain. Et que dire de ces 8 femmes que Donald Trump aurait sauvées de... Elles étaient toutes aveugles, si vous le saviez. Elles ont toutes des photos similaires. Et oui, tout. Mais cela en dit long sur beaucoup de gens. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu mon débat avec Piers Morgan il y a 3 ou 4 jours. Mais il a aussi tweeté cela en disant que c'était une excellente nouvelle. Pourtant, je suis sûr qu'il sait. Je suis certain qu'il le savait en le faisant. Oui, il a des producteurs qui font des recherches et lui transmettent les informations. Il n'y avait absolument aucune femme sur le point d'être exécutée pour, disons, rébellion armée ou quoi que ce soit. Tout cela n'était que des absurdités. Cela fait aussi partie de la guerre. Et Trump s'en est servi pour diaboliser l'Iran, mais aussi pour dire qu'ils ont renoncé à les exécuter, donc les Iraniens lui auraient accordé ces concessions. Il veut renforcer sa position dans son pays et affirmer que ses menaces et son pouvoir sont. Ma position a obligé les Iraniens à me faire des... C'est typique de Trump. En réalité, c'est sa seule vraie compétence. En fait, je ne suis pas certain, professeur Randi, que Piers Morgan soit au courant de la réalité, car il est tellement absorbé par la rhétorique occidentale et il fait partie des... La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il a retweeté le message de Trump quelques heures plus tard et je sais qu'il répond aussi à mes. Moi et d'autres avons écrit que c'était une. Peut-être c'est pas impossible, mais aujourd'hui ce n'est plus comme. Aujourd'hui, les gens se sont réveillés partout dans le monde. Par exemple, autrefois, lorsque des personnes comme moi ou d'autres publiaient quelque chose en ligne, les mentions j'aime et les partages étaient bien moins nombreux qu'à présent. Désormais, tout le monde voit, ils comprennent que Trump invente des histoires. Avant, si on diffusait ce récit sur 8 femmes sur le point d'être exécutées ou autres, je pense que beaucoup plus de gens l'auraient cru. C'était généralement ainsi. La propagande anti-Iran était bien plus efficace auparavant. Mais aujourd'hui, les gens voient clair et réagissent davantage, car ils comprennent les véritables objectifs. Ils savent que ces mensonges servent
à justifier la mort, la destruction et comme Trump qui a récemment prolongé la trêve au Liban, mais Israël tue de nombreux citoyens libanais en grand nombre. 4 personnes déjà ce matin. Et à Gaza, le massacre est vraiment terrible. Le génocide continue, mais dans les médias occidentaux, tout ce qu'on entend, c'est parler de cessez-le-feu, de prolongation du cessez-le-feu. On pourrait croire qu'il y a un cessez-le-feu à Gaza. Pourtant, aujourd'hui, les gens voient la réalité derrière. Nous vivons dans un contexte très différent. Les gens se sont réveillés et chaque jour où le régime israélien commet des atrocités, cela ne fait que renforcer le mouvement antisioniste. Cela éveille encore plus de personnes, car beaucoup s'impliquent désormais et réagissent négativement à leurs actions. Donc, quand Trump diffuse ou répète cette propagande sur ces 8 femmes, auparavant, cela aurait eu, je pense, beaucoup plus de soutien public, car les gens étaient ignorants. Beaucoup plus de personnes ignoraient ce qui se passait réellement dans le monde. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cela n'a plus. Les États-Unis n'ont plus la capacité d'influencer l'opinion publique mondiale comme ils le faisaient auparavant. Mais peut-être que vous avez raison. Peut-être que Piers Morgan pensait simplement ainsi. Cependant, ils cherchent, ils vérifient les informations et ils savent ce que je publie sur Twitter. Donc, quand ils publient ce genre de messages, j'ai du mal à croire qu'ils n'en soient pas conscients. Et s'ils ne le savaient pas, ils en seraient probablement informés peu après. Mais encore une fois, peut-être que vous. Professeur Merendi, que se passe-t-il? Je pense que c'est bien plus profond que cela. Regardez la façon dont les vidéos générées par l'IA israélienne essaient de montrer que les femmes iraniennes, violées lors des manifestations. On dit aussi que des enfants iraniens ont été violés. Et quand on regarde les chiffres annoncés, même le président des États-Unis parle de 45 000 morts. On parle d'environ 80 000 personnes. D'où vient ce chiffre? Quand on observe ce qui s'est passé à Gaza, je pense qu'ils essaient de minimiser, de détourner l'attention du public de la réalité à Gaza, de ce qui s'y est produit. Parce qu'il y a eu des cas de viol en Israël, des viols en prison. Les personnes capturées, notamment les Palestiniens détenus en Israël, ont été violées devant les caméras. Nous avons eu cela, ils essaient tout ce qu'ils peuvent. Et il y a eu un reportage sur Al Jazeera à ce sujet. Et jusqu'où cela va-t-il? Car il semble qu'ils utilisent l'affaire iranienne, qu'ils ont en quelque sorte créée pour provoquer les manifestations, les émeutes en Iran, puis lancer cette propagande afin de détourner l'attention du public de la réalité à Gaza et dans le sud du Liban. Vous savez, Nima, il y a des années, j'ai rédigé plusieurs articles qui décrivaient précisément ce genre de récit. Il fut un temps où beaucoup d'absurdités sur Iran étaient largement. Par exemple, pendant la guerre entre Iran et Saddam Hussein, lors de l'invasion, on racontait que des enfants étaient envoyés au front et qu'ils traversaient des champs de mines. Pour dégager les mines, des histoires totalement inventées. On affirmait aussi qu'on leur donnait des clés. Or, je n'ai jamais vu cela et personne d'autre n'a observé ce genre de choses dans les fonds de guerre iraniens. Mais cela s'appuie sur des clichés orientalistes. J'ai d'ailleurs rédigé un article à ce sujet, car on retrouve ces récits dans des mémoires écrites par certains Iraniens, notamment ceux de la diaspora. Mais tout cela n'est que propagande et mensonge. J'ai même publié un article académique pour répondre à. Et j'ai eu beaucoup de mal à le publier, car on me disait « Prouvez qu'il n'existe pas de clé pour le paradis ». J'ai répondu que l'on ne peut pas prouver une négation. Mais j'ai moi-même combattu pendant. J'avais aussi de nombreux amis qui étaient combattants dans ce conflit. Et puis dans un cas, j'ai expliqué à la rédaction d'un journal d'une revue académique de renom. Si j'écrivais un article affirmant qu'en Irak, à l'époque où les États-Unis occupaient le pays, les soldats américains possédaient des clés pour le paradis, accepteriez-vous mon article?
Et elle m'a répondu non. Pourquoi? Parce qu'une telle affirmation serait. Je lui ai dit, alors pourquoi, quand ils font des affirmations scandaleuses sur l'Iran et que je dis qu'elles sont fausses, vous exigez que je le. Donc si une telle accusation vise les soldats américains, elle est immédiatement. Mais si cela concerne des soldats iraniens, on y croit jusqu'à preuve du contraire, preuve qui est impossible. Vous voyez? Parce que ce genre d'accusation est pratiquement impossible à réfuter. Mais quoi qu'il en soit, ou par exemple, une autre de ces fausses allégations consistait à dire, et cela me semble encore plus grave, ils affirmaient que des prisonnières iraniennes, membres d'organisations terroristes, étaient violées puis exécutées. Et ce n'est même pas le pire. Le plus choquant, c'est qu'ils prétendaient que ces viols étaient commis pour des raisons religieuses. Selon eux, si une femme n'a jamais eu de relations sexuelles et meurt, elle irait au paradis. Alors ils la violaient pour l'empêcher d'aller au paradis. Mais d'où vient cette absurdité? D'où ça vient? Quelles sont vos sources? Quel livre religieux affirme cela? Aucun. Tout est inventé. Ce ne sont que des mensonges. Je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas, mais dans les années 1990 et au début de ce siècle, en lisant par exemple Lolita à Téhéran de Nafi, tous ces autres mémoires et même des livres d'histoire sur l'origine de ces pratiques, on trouvait des récits d'enfants envoyés sur des champs de mines, de clés pour le paradis, de viols de femmes. Tout cela était très répandu à l'époque. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'ils commettent toutes ces atrocités sous les yeux du monde entier depuis 2 ans et demi. Et l'Occident tente de justifier, de cacher ou d'ignorer ces faits. Mais les gens ne sont plus dupes. Aujourd'hui, lorsqu'ils essaient, ils savent qu'Iran s'oppose au génocide à Gaza et au génocide lié à la taxe au Liban. Désormais, les gens ne perçoivent plus la propagande comme avant, où beaucoup étaient bien plus naïfs et acceptaient les absurdités diffusées par les médias occidentaux, les manuels scolaires ou les éditeurs occidentaux, voire les groupes de réflexion. Maintenant, ils disent que les Iraniens sont en réalité les seuls à lutter contre ce génocide, aux côtés de l'Axe et de la Résistance. Ainsi, ceux qui commettent le génocide accusent Iran de meurtre, de masse et de viol, mais en fait, ce sont eux qui le font, utilisant des chiens, leurs hommes, sans aller en prison, et ils sont célébrés en Israël pour avoir violé des personnes, jusqu'à la mort. Les gens n'y croient plus, ils voient le génocide, puis les chiffres falsifiés, et ils font plus de recherches qu'avant, car beaucoup sont désormais actifs, comme je le disais plus tôt. Donc, quand je publiais quelque chose auparavant, j'obtenais peut-être 100 ou 200 mentions. Maintenant, ça se propage, et pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres. Il y a énormément de jeunes. J'ai l'impression de ne plus être important, que mon rôle est minime, car tant de personnes font des choses remarquables, pas seulement des Iraniens, mais des gens du monde entier. Les gens ne croient plus à cette propagande. Ils voient bien, vous accusez Iran de viol alors que c'est vous qui le faites, ou qui laissez vos alliés le faire. Vous accusez les Iraniens d'avoir tué 80 000 ou 40 000 personnes, comme 48 heures, juste des gens dans la rue. Mais depuis 2 ans et demi, vous rasez Gaza et aussi le Liban. Alors, les gens ne croient plus à ces absurdités. Il est évident qu'à travers ces accusations contre Iran et la résistance, ils cherchent à... Ils veulent redorer l'image du régime sioniste. Mais c'est impossible. Cela n'arrivera jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, partout dans le monde, le soutien à Iran est mondial. Le soutien à l'axe de la résistance est aussi mondial. Et la colère et l'hostilité envers le sionisme et l'ethnosuprémacisme sont également. D'ailleurs, si vous avez vu l'entretien avec Piers Morgan, il a refusé de répondre à ma question quand je lui ai demandé
s'il considère qu'un régime fondé sur l'ethno-suprémacisme est légitime ou non. Il a refusé 3 fois. Pourquoi? Nous connaissons la raison. S'il répondait, il aurait aidé. C'est en fait ce que nous avons tous compris au cours des 2 dernières années et demie. Et lorsqu'il s'agit d'Israël et du sionisme, c'est une limite à ne pas. Professeur Merendi, quels sont actuellement les principaux obstacles dans les négociations avec les États-Unis? Et comment percevez-vous la position iranienne concernant le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien? Je ne sais pas ce qui va se passer. Après tout, la réponse iranienne est écrite et je suis certain qu'il y aura aussi une réponse orale. Des discussions auront lieu, un aspect verbal avec les Iraniens et les Pakistanais, avec qui nous dialoguerons. Mais selon moi, l'essentiel est écrit, car Iran veut éviter toute mauvaise interprétation ou incompréhension. Nous devrons donc attendre. Mais les Iraniens ont toujours montré de la souplesse, de la bonne volonté, sans jamais céder leur souveraineté. Et selon moi, la guerre elle-même aurait dû suffire à prouver aux États-Unis que l'Iran ne se soumettra pas et ne renoncera pas à ses droits souverains. L'Iran est prêt à faire preuve de souplesse, mais il l'a déjà. C'est ce que Trump et le JCPOA ont montré, un accord qui n'était d'ailleurs pas très avantageux pour l'Iran, car les Américains ne le respectaient pas. L'accord comportait des défauts dès sa conception et les Iraniens ont commis des erreurs en... Mais quoi qu'il en soit, l'Iran a appliqué l'accord, les Iraniens ont signé le JCPOA à l'époque parce qu'ils étaient prêts à faire. Mais même à cette époque, personne n'était prêt à sacrifier la souveraineté. Aujourd'hui, après 2 guerres en moins d'1 an et l'échec du régime israélien ainsi que des États-Unis et de leurs alliés dans la région, rien ne laisse penser qu'Iran renoncera à sa souveraineté. Donc Iran, si les États-Unis sont réellement préoccupés par le programme nucléaire de l'Iran, cela peut être résolu. Un accord existait déjà auparavant, mais il reste à voir ce que les États-Unis souhaitent réellement. D'après ce que j'entends de la part d'autres personnes, Trump cherche une issue. Cependant, les Israéliens et le lobby sioniste aux États-Unis l'en empêchent. Je vais vous donner un exemple où il aurait pu obtenir cette issue. Lorsque l'Iran a refusé de laisser passer ses navires supplémentaires par le détroit d'Ormuz à cause du massacre de Netanyahou au Liban, après quelques jours, Trump a imposé un blocus sur les ports iraniens. Mais l'Iran a continué à empêcher le passage de ces navires jusqu'à ce que Netanyahou accepte le cessez-le-feu. Ensuite, l'Iran a déclaré que ces navires supplémentaires, conformément à notre accord avec les Américains et au cessez-le-feu, pouvaient circuler. Mais Trump, lui, il aurait pu saisir cette occasion. Il aurait pu dire, maintenant que les Iraniens rouvrent le détroit à la plupart de ces navires supplémentaires, je vais lever le... Cela aurait été une excellente décision. Et vous connaissez Trump, il aurait pu présenter cela comme une victoire, même si ça n'en était pas vraiment une, mais il aurait pu le présenter ainsi. Il ne l'a pas fait. Il a choisi d'escalader. Il a déclaré qu'il maintiendrait le blocus. Alors les Iraniens ont répondu, dans ce cas, nous n'autoriserons pas ces navires à passer. Donc, certains disent qu'ils cherchent une porte. Et le cessez-le-feu représentait une excellente opportunité, mais il ne l'a pas. Il m'est donc impossible de dire ce qu'il souhaite faire et ce à quoi il sera contraint. Encore une fois, je parle souvent de Joe Kent, un responsable nommé par Trump, qui dirige le contre-espionnage. Il affirme qu'Iran ne représentait aucune menace, qu'Iran ne cherchait pas à obtenir l'arme nucléaire et que c'est une guerre sioniste. Donc s'il le dit, je ne pense pas qu'en 60 jours, la situation mondiale ait changé au point que ce soit différent aujourd'hui. Cependant,
Je pense que ce qu'essaie de faire l'Iran, c'est d'exercer une pression économique afin de contraindre les États-Unis à privilégier leurs propres intérêts plutôt que ceux du régime israélien. Reste à voir si cela fonctionnera ou non, seul le temps le dira. Mais l'objectif d'Iran est de mettre une telle pression sur les États-Unis qu'à un moment donné, les Américains disent aux Israéliens qu'ils ne peuvent plus. Nous devons penser à notre propre économie qui est en grande difficulté. Notre armée a elle-même souffert à cause de cette. Nous devons donc donner la priorité à nos propres intérêts plutôt qu'à ceux du régime israélien. C'est précisément ce que cherchent à obtenir les Iraniens. Je ne pense pas que nous en soyons là, mais c'est bien leur objectif final. Oui. Je précise que Joe Kent était responsable de la lutte antiterroriste, professeur Marandi. Oui, pardon, antiterrorisme. Concernant le détroit d'Ormuz, professeur Marandi, nous avons appris que le Parlement iranien débat actuellement de l'avenir du détroit d'Ormuz. Et Iran a déjà perçu certains droits de passage pour le détroit. Comment cela? Est-ce en cours pendant que... Eh bien, à présent, le détroit est. Et c'est grâce à Trump. De plus, il semble que certains navires iraniens parviennent apparemment à passer. Mais à part cela, à ma connaissance, aucun autre navire ne traverse la zone. Mais jusqu'au blocus imposé par Trump, oui, Iran recevait de l'argent des navires qui transitaient et ces fonds allaient au gouvernement. Et je pense qu'actuellement, les priorités pour les négociateurs iraniens concernent le programme nucléaire iranien, car la question du détroit d'Ormuz n'est pas négociable. Est-ce bien le cas? C'est effectivement non négociable, mais je ne pense pas que les Américains vont céder aussi facilement, car d'après ce que je sais, c'était aussi un point essentiel pour eux. D'un côté, ils voulaient participer à ce mécanisme de contrôle. Mais ailleurs, lorsque l'Iran a refusé, ils ont alors déclaré que personne ne devrait avoir d'autorité sur le détroit d'Ormuz. Mais les Iraniens ont répondu aux Américains, pour reprendre mes propres mots, ce n'est pas le golfe du Mexique, c'est le golfe Persique. Ainsi, vous n'avez aucun droit de contrôler le détroit. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, les Américains proposaient un partenariat, mais ailleurs, lorsque l'Iran refusait, ils affirmaient que personne ne devrait pouvoir contrôler la région. Cependant, les Iraniens ne vont pas abandonner le contrôle de la région. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, Nima. Une grande partie concerne la sécurité. Les Iraniens ne veulent pas permettre aux Américains de reconstruire leur base militaire dans le golfe Persique. Et ils refusent que ces régimes du golfe Persique servent de plateforme pour de nouvelles agressions contre. Une grande partie de tout cela concerne la sécurité, mais il s'agit aussi beaucoup de réparation. Car au final, ces pays du golfe Persique doivent rendre des comptes pour le massacre de ces enfants, pour les familles décimées, pour la destruction massive des infrastructures. Certes, ce sont les Américains et le régime israélien qui ont tiré eux-mêmes, mais sans l'accord de ces. Les Américains n'auraient pas pu mener cette guerre. Et sans leur consentement, ils ne pourront pas recommencer. Ils ne peuvent pas continuer. Sans les bases aériennes saoudiennes, sans l'espace aérien de ces pays, sans leur soutien financier, sans leurs bases, sans l'autorisation d'utiliser des zones civiles dans la région du golfe Persique, les Américains ne pourraient pas mener une guerre. Que ce soit une offensive terrestre ou une frappe en profondeur sur Iran, comme près d'Esfahan, où ils ont tenté de s'introduire pour voler l'uranium d'Iran, ou encore des attaques de missiles. Sans ces pays, les Américains n'auraient pas pu mener cette guerre. Ils sont donc complices. Nous avons vu Zelensky se rendre en Arabie saoudite, que cherche à obtenir le gouvernement. Cela concerne-t-il une forme de coopération militaire?
car Zelensky est en difficulté actuellement et nous savons ce qui se passe en Ukraine. Mais le niveau de désespoir dans ces pays arabes du CCG du Golfe Persique est tout simplement. Qu'attend-il de Zelensky? Je pense que Zelensky cherche à obtenir des fonds. Il veut convaincre qu'il peut fournir des capacités de drones. Mais il a déjà suffisamment de problèmes. Il tente désespérément d'utiliser ses moyens pour combattre les forces armées. Je suis toutefois certain qu'il y aura une forme de coopération, mais elle sera trop limitée et trop tardive. Les capacités de drones de l'Iran sont véritablement considérables. Et dans la région du Golfe Persique, les cibles sont si nombreuses et si faciles à atteindre qu'il est presque impossible d'empêcher l'Iran de riposter efficacement. Et il ne faut avoir aucun doute. Si les Américains ou le régime israélien commencent à viser les infrastructures critiques iraniennes, l'Iran frappera celles d'Israël en... Les infrastructures critiques du régime seront durement touchées. Mais toutes ces dictatures familiales arabes du Golfe Persique verront aussi leurs infrastructures essentielles. Et l'Iran ne fera aucune concession. Il n'y aura aucune retenue. Nous sommes déjà à la fin avril et chacun peut consulter les prévisions météorologiques. D'ici 3 semaines, voire moins, le climat dans le Golfe Persique deviendra nettement plus chaud et beaucoup plus humide. Ensuite, la température grimpera et pendant 5 ou 6 mois, ce sera. Les troupes américaines et d'autres forces auront beaucoup de mal à opérer dans cette région d'An. Mais si l'électricité venait à manquer dans ces pays, la population serait contrainte de partir. Les Émirats se videraient, tout le régime s'effondrerait. La meilleure option pour cette dictature familiale serait donc de dire aux Américains qu'ils ne peuvent pas utiliser leur territoire. Mais ils n'en ont pas vraiment le pouvoir. Voici ce que les sources pakistanaises viennent tout juste de publier. Les perspectives de reprise du second cycle de discussion entre les États-Unis et l'Iran s'éloignent rapidement, car Téhéran n'est toujours pas. De plus, Reuters a indiqué que le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchiri, a présenté une liste d'exigences au médiateur. Il semble qu'Iran cherche à faire comprendre qu'il doit y avoir certaines conditions préalables avant que la rencontre puisse avoir lieu. Quelles sont ces conditions? Quels sont les points essentiels ou fondamentaux du côté iranien? Il s'agit notamment de la violation du cessez-le-feu par les États-Unis. Les États-Unis ont imposé il s'agit d'actes de guerre. Ainsi, le cessez-le-feu était parfaitement défini et les conditions de ce. De plus, les États-Unis ont attaqué des navires iraniens et en ont détourné certains. Ce sont tous des actes de guerre et des violations. Il est donc probable qu'Iran exige la levée du blocus et la restitution de tous les navires iraniens détournés, ainsi que d'autres revendications éventuelles. Mais ces demandes seraient, selon moi, prioritaires dans la liste. Rappelons-le, Nima, comment Iran pourrait-elle négocier avec les États-Unis si ceux-ci ne respectent même pas leurs engagements actuels? De quoi peut-on discuter? Si je vous vends une voiture, que vous la payez, mais que je ne vous la livre pas et que je la retiens, puis je reviens en disant « j'ai une machine à laver à vous vendre ». Et vous répondez « commencez déjà par me donner là ». Pourquoi voudriez-vous acheter autre chose à quelqu'un qui refuse de vous remettre ce qu'il vous a déjà vendu? Les Américains ont un accord avec l'Iran. Il s'agit d'un cessez-le-feu. L'Iran a des engagements précis. Les Américains ont aussi des obligations. Ils estiment que la partie iranienne doit remplir les siennes, mais eux n'y sont pas tenus. C'est ainsi qu'ils agissent. Voilà comment fonctionne cet empire. C'est tout le sens de cet exceptionnalisme. C'était le problème avec le JCPOA. Obama avait des engagements, tout comme l'Iran. Chacun avait des obligations. Les Iraniens ont eu tort de respecter leurs engagements, alors qu'Obama, la plupart du temps, ne l'a pas fait.
Ainsi, pour Iran, le JCPOA a été un échec. Cette fois, les Iraniens ne négocieront plus de cette manière. Ils disent, d'accord, nous n'accepterons que si vous respectez aussi vos engagements. Si vous ne les tenez pas, nous non plus. Ainsi, lorsque le régime israélien a déclaré ne pas faire partie du cessez-le-feu, Iran a répondu, vous en faites partie. Le Premier ministre. Donc nous n'allons pas non plus remplir nos obligations tant que vous ne respectez pas les vôtres. Quand Trump a ensuite affirmé maintenir le blocus, même si vous respectez vos engagements, alors les Iraniens ont répondu que cela constituait une violation du cessez-le-feu. Nous ne respecterons donc pas nos engagements. À mon avis, et je le répète, je n'ai pas connaissance des exigences iraniennes ni du contenu de la lettre remise par le docteur Kalibat au haut responsable pakistanais, mais je suppose. Pour que nous puissions entamer une deuxième phase de négociation, il faut d'abord que ce qui a déjà été convenu soit entièrement appliqué par les deux parties. Je pense, professeur Malandi, que beaucoup estiment que c'est le Liban et non Iran qui ne va pas abandonner. Le Liban fait partie de l'accord. Le Liban restera toujours un élément fondamental pour les négociateurs. Et nous savons ce qui se passe actuellement au Liban. On parle d'un cessez-le-feu, mais ce n'en est pas vraiment un. Il s'agit en quelque sorte d'un cessez-le-feu entre le gouvernement israélien et le gouvernement libanais. Pourtant, ils continuent de frapper les populations dans le sud du Liban et ils attaquent, détruisent, démolissent tout dans cette région. Et le Hezbollah a les moyens de... Oui, nous venons de perdre le professeur. Il va revenir dans un instant. Ce que je veux souligner ici, c'est que le Liban est extrêmement important pour Iran en ce moment. Et Iran ne peut pas abandonner le Liban. Car si Iran ne soutient pas le Liban, cela n'a aucun sens pour la... En effet, les nouveaux sondages en Iran montrent que plus de 80% des personnes interrogées estiment qu'il faut soutenir les actes de résistance. La majorité pense donc qu'Iran doit appuyer ces actions. En résumé, ils doivent soutenir le Hezbollah au Liban. C'est la question essentielle actuellement. Quelle est la place du Liban dans les négociations en cours entre Iran et les États-Unis? Et comment Iran défendrait-il le Hezbollah? Pour l'instant, c'est la seule force. Et le professeur, je vous disais que la seule raison pour laquelle Israël n'occupe pas ou ne détruit pas le Liban comme ils l'ont fait à Gaza et en Cisjordanie, c'est à cause du Hezbollah. Et où en est le Liban dans ces négociations entre l'Iran et les États-Unis? Ma connexion est mauvaise, j'espère ne pas être déconnecté. Le gouvernement libanais conspire avec le régime israélien et Trump contre le peuple du Sud. Ce sont des traîtres à leur propre pays. Lorsqu'Iran et les États-Unis ont conclu un accord sur le cessez-le-feu, le Premier ministre et le Président ont tenté de le faire échouer en proposant une autre voie, ce qui était absurde car cela avait déjà été convenu. Ils auraient pu obtenir un cessez-le-feu sans payer de prix politique. Mais le régime israélien a lancé de lourdes attaques, puis a envahi le sud et occupe maintenant certaines parties à cause de leurs actions. Ce qu'ils ont fait est une trahison, c'est un acte de perfidie. Ils cherchaient à comploter avec Netanyahou contre leur propre peuple. Mais les Iraniens ne renonceront jamais au Liban. Pour être clair, Iran traitera le Liban comme il traite son programme nucléaire. Il traitera le Liban comme il protège ses propres frontières. Il ne permettra pas que le Liban soit sacrifié, peu importe le temps ou le prix à payer. Permettez-moi de vous donner un exemple. Pourquoi Trump a-t-il imposé un blocus sur les... Parce que l'Iran n'autorisait pas les navires à passer tant que le cessez-le-feu au Liban n'était pas appliqué. C'est donc à cause du Liban qu'Iran a refusé de laisser passer ces navires. Et c'est parce qu'Iran n'a pas permis le passage de ces navires que Trump a imposé ce blocus. L'Iran est prêt à faire des sacrifices pour ses alliés et continuera à le faire.
L'Iran ne permettra pas que le sud du Liban reste occupé. C'est une guerre difficile. Le conflit est rude et il se peut que des jours très sombres. Mais la détermination de l'Iran est. Merci beaucoup, professeur Brandy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous, Nimar. Merci de m'avoir invité. Merci.